Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @laplanètetrail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. C'est bon pour toi ? Yes. Impeccable. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Bon, ça a été un petit peu compliqué ce départ, mais voilà, nous y sommes. Merci beaucoup Diego d'avoir accepté cette invitation. Tu es le 4e à passer dans cette émission qui est instaurée maintenant depuis un petit mois. Donc, merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette invitation. Et du coup, je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Alors, bonjour à tous. Merci pour l'invitation, François. Et donc, dans ton blog, ton vlog, La Planète Trail. Alors, moi, c'est Diego Pazos, Speedy pour les trails intimes. Donc, je suis un ultra trailer suisse. J'ai quoi maintenant? J'ai 35 ans, je crois, si j'arrive encore à compter. Ça fait une petite dizaine d'années que je suis sur le circuit, 8-9 ans. Donc voilà, ma spécialité, c'est plutôt un peu plus long que 100 bornes. J'habite à Lausanne, en Suisse. Et quoi d'autre? Sinon, je suis un papa, un heureux papa de deux petits bambins, deux petits-enfants, un garçon et une fille. Donc, marié depuis 5 ans maintenant. Et j'ai un travail, donc à 80% en Suisse, ce qui équivaut à peu près à 33 heures par semaine. Donc voilà, je jongle. Contrairement à ce que pensent certaines personnes, je ne suis pas professionnel. Je suis un coureur élite, mais pas professionnel. Donc, je dois jongler avec un agenda assez chargé. Donc, c'est vrai que j'aime bien le rappeler parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui peut-être se posent la question comment jongler entre vie professionnelle, vie privée, entraînement et tout ça. Et puis voilà, quoi. Donc, si vous avez d'autres questions. C'est vrai que c'est un des sujets qui revient le plus souvent. J'ai l'habitude de faire des petits sondages sur les problèmes qu'ont les trailers, etc. Et ça, c'est le manque de temps qui revient très souvent. Et on en parlait avec Lucas Papi il y a 2 semaines. C'est quelque chose qui est vraiment compliqué, surtout que toi, justement, tu as 2 enfants, un boulot. Alors, comment tu fais pour t'organiser et réussir à t'entraîner? Parce que forcément, quand on fait de l'ultra, ça demande beaucoup de temps, surtout quand on le fait à ton niveau. Donc, comment est-ce que tu as des conseils d'organisation? Comment est-ce que toi, tu arrives à te trouver du temps? Est-ce que tu te lèves plus tôt? Tu te couches tard? Tu es un petit dormeur? Comment tu t'organises? Alors, le temps, on ne peut pas l'inventer. Donc, ça, c'est un truc qui est clair. Donc, moi, j'ai pas le temps et je ne peux pas donner des techniques pour inventer. Alors, oui, bien sûr, il y a des fois, je me lève très tôt, à 5 heures du matin ou même avant, pour pouvoir faire une sortie un peu plus longue quand je dois être toute la journée, soit au travail, soit avec la famille, ou je vais plus tard le soir ou la pause de midi. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui est important, c'est adapter son entraînement. C'est-à-dire de ne pas vouloir faire des volumes que peuvent faire certains professionnels. On ne peut pas se comparer. C'est-à-dire qu'on peut être compétitif et rivaliser avec certains pros sur certains événements,
mais sur l'ensemble de l'année, c'est impossible, en fait, sur toutes les compètes. Donc, il faut bien choisir ses objectifs et arriver prêt le jour J et donc préparer son volume d'entraînement progressif pour arriver prêt. Et puis sinon, bah, quand je dis adapter son entraînement, c'est-à-dire, moi j'ai un coach, donc Sébastien Cornette, qui lui préconise énormément aussi le renforcement. Donc moi, je vais beaucoup aller faire des séances de 1 heure, 1 h 15. Par contre, je vais intégrer du renforcement avec la course à pied, ce qui va intégrer une charge d'entraînement supérieure et aussi une fatigue pendant l'entraînement. Donc ça va faire l'équivalent d'un kilomètre effort beaucoup plus long. Et voilà, donc je grignote du temps comme ça. Et je fais pas mal, voilà, renforcement. Et après, voilà, j'ai du home trainer. Ma foi, des fois, c'est pas très romantique. Mais voilà, c'est ma façon aussi de pouvoir être présent quand même avec mes enfants. Mais quand ils sont à la sieste, ben voilà, je peux monter vite fait 1 heure sur le home trainer. Et je fais comme ça. Donc, c'est vrai que c'est une période de vie où, avec des enfants en bas âge, on peut pas trop non plus se permettre d'aller faire des grosses aventures avec eux en outdoor, pas encore tout à fait, j'espère que ça va arriver. Donc, je ne peux pas non plus trop les prendre avec moi, donc je dois trouver moi des solutions pour m'adapter. Et il y a des priorités, le trail, ça reste la priorité des choses secondaires. Donc, c'est vrai qu'il y a la famille et le travail, et après, il y a l'entraînement qui peut venir. Et ouais, ce que j'ai dit aussi, c'est que je suis co-organisateur du Montre Trail Festival, qui a lieu d'ici moins de 3 semaines, là, donc du 25, 26 juillet. Et ben voilà, ça prend aussi pas mal de temps. On est tous bénévoles dans l'organisation. Et donc, c'est vrai que les soirs, on prend là-dessus. Mais donc, c'est un période. Le mois de juillet, je sais que c'est toujours très compliqué. Donc, moi, je ne veux pas réinventer la roue. Je ne vais pas dire vous pouvez prendre du temps en faisant ça. Non, c'est pas bien parce que déjà que moi, j'ai déjà un organigramme tellement serré. Des fois, voilà, ma femme, elle revient, elle dit non, mais attends, c'est pire qu'un puzzle, enfin un puzzle de 10 000 pièces, quoi, je veux dire. Et voilà, et des fois, c'est vrai que le Covid, pour ça a fait du bien, parce que finalement, ça a dégagé énormément de temps et ça a permis de recentrer sur l'essentiel. Et il faut en garder, il faut en tirer aussi des leçons de ça, pour pas se remettre dans l'étau, quoi. Alors là, j'ai pas trop le choix avec l'organisation de Montreux, mais après Montreux, j'aimerais bien revenir à un truc. Puis aussi, toute l'organisation de ma traversée de la Suisse qui a lieu fin août. En fait, c'est aussi un projet à gérer à côté. C'est pas seulement le courir, c'est de préparer en amont et le préparer avec les partenaires, le préparer avec. J'aimerais bien faire un docu intéressant, un inside là-dessus. Donc il y a tout à préparer, la logistique aussi. Donc c'est vrai que c'est un boulot quoi derrière aussi. Hein. Donc voilà. C'est vrai qu'on se rend peut-être pas compte de toute la logistique qu'il y a derrière l'organisation de quelque chose comme ça. Et du coup, comme tu disais, avec le Covid, il y a des choses qui sont apparues et on voit de plus en plus. Et aujourd'hui, on a eu, nous, un article en France dans le 20 minutes, donc qui est un des plus gros journaux français, du moins d'actu comme ça, un peu buzz instantané, et justement de l'effervescence de tous ces offs, de tous ces défis de grandes traversées, avec la traversée du GR20, il y a Eric Clavry qui est en ce moment sur le GR10. Il y a, enfin voilà, et on voit la naissance de tout ça. Bah, toi aussi, tu as ton défi. Et qu'est-ce que tu penses de l'avenir de ce genre d'organisation un petit peu de personnel et puis recentré sur ce que les gens appellent l'origine du trail? Quelques copains, on s'organise un truc, on va traverser des montagnes et on sort un petit peu de toutes ces grosses organisations. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus, ou tu penses que ça va finalement peut-être mourir juste après que le Covid soit passé, et puis on n'entendra plus parler de try-off, ou du moins ceux qui en faisaient avant continueront d'en faire, mais... Alors, je pense que les prochaines années, ce ne sera pas comme cette année, parce que cette année, c'est quand même une année spéciale. Par contre, comme je le disais, un journal aussi ici en Suisse qui abordait à peu près la même chose, le même thème, la même thématique. Hein, donc, c'est intéressant de voir que finalement, ça intrigue un peu tous les pays. Et puis que notre sport, finalement, fait parler aussi dans ce genre de choses, parce que ce genre de traversée, ça interpelle aussi. On se dit, mais ils sont fous, pourquoi ils font ce genre de traversée? Puis ça interpelle, et ça fait connaître, ça fait se dire, ouais, bah voilà, il y a d'autres choses. Mais je pense que il peut avoir un avant et un après Covid quand même, parce qu'il y avait de plus en plus de courses, en fait, au calendrier. On pouvait courir tous les week-ends, 10 fois par week-end, même, si on avait vraiment envie. Oui. Enfin, je veux dire, il y a des coureurs qui pouvaient faire une course le samedi, une course le dimanche, quasiment tous les week-ends. En tout cas, à partir de juin, voire mai, jusqu'à octobre, on pouvait faire ça. Et finalement, les gens
ils se posaient pas, puis ils se disaient, mais finalement, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire moi? Qu'est-ce qui me fait rêver? On avait plus à se dire, ah bah ouais, ça me fait rêver de gagner l'UTMB, ça me fait rêver de gagner cette course, ça me fait rêver de la finir, Mm. gagner pour devant, mais ou de faire podium ou top 10, et puis finir pour les populaires. Et puis finalement, on ne se posait pas la question de se dire, mais pourquoi ce parcours? Et quel est le véritable sens? Et là, cette année, au fait, ça a forcé les gens à se remettre en question. Et donc, du coup, il y en a certains qui le font parce que plus à but d'entraînement, donc c'est plus un peu un faux but pour le faire. Mm. Et ceux-ci, dès qu'il y a les compétitions qui vont reprendre, ils vont se remettre dans le même système. Mais d'autres, je pense qu'il y a eu un déclic. Et ils vont se dire finalement, j'aimerais peut-être garder un par année ou un tous les 2 ans, une opportunité de se faire un défi off comme ça. Il y a des personnes qui le faisaient déjà depuis longtemps. On prend un François Mm. Den, ça fait un moment qu'il quasiment chaque année, il prévoit un projet off Oui, parce qu'il oui, est c'est dans vrai. cette philosophie, il est dans cette mentalité. Et donc ça, c'est bien. Moi, mon projet de la Suisse, je l'ai en tête depuis 2016. J'ai pas pu Mm. le faire parce que justement, c'est hyper long, 390 km quand même. Mm. Donc, dans ma saison, c'était un problème parce que chaque fois que je devais aller à l'UTMB ou à la diagonale, et ben, si je le mettais avant dans la saison, j'avais le Ouais, c'est risque foutu. Mm. qu'un mois et 2 mois après, je n'ai pas récupéré encore du tout, quoi. Mm. Donc, j'avais cette peur du risque. Et cette année, je l'avais de toute façon décidé de la faire, mais à la base, j'avais prévu de la faire fin septembre, donc de faire l'UTMB fin août, de me donner un mois de récup et de la faire fin septembre. Et après, ma D'accord. saison était finie. Et vu qu'il y a eu le Covid, et ben, et que l'UTMB est annulée, je l'ai avancé d'un mois et je la mets du 20 au 23 août. Donc voilà, mais j'avais prévu de la faire et moi, si ça se passe bien, j'ai envie de découvrir des choses sur moi et j'aimerais bien en mettre en tout cas une tous les 2 ans, si ce n'est une par année selon comment c'est, mais en tout cas une tous les 2 ans. D'accord. C'est vrai que ça fait découvrir d'autres choses, d'autres ressources. Moi, j'aime bien faire ça aussi. J'ai fait le GR20 l'année dernière en 5 jours, hein. Je n'ai pas fait en 32 heures. Et cette année aussi, on a organisé un trail dans le Finistère, en Bretagne, qui faisait 140 km, un petit off. Et c'est vrai que les gens ont beaucoup aimé. Et du coup, il y a les ressources. C'est vrai que ça fait réfléchir en fait de savoir que tu peux faire ça en s'organisant un petit peu. Et donc Mhm. peut-être que ce sera effectivement l'avenir peut-être, on verra. Ouais. Puis moi, je Euh, parlais de logistique. Je parlais que c'était compliqué au niveau logistique, enfin l'organisation. C'est simplement aussi parce que j'aimerais qu'il y ait du documentaire qui se fasse et j'aimerais qu'il y ait oui. un suivi. Pour ma première expérience, je pense que c'est pas mal. Je vais faire des erreurs de Mm. débutant, je vais me découvrir, je vais me connaître et j'aimerais bien avoir une trace de ça. Mm. Après, selon comment il est le documentaire, peut-être ça peut être intéressant, puis peut-être qu'il sortira aussi euh, open, donc ça on verra. Mais c'est vrai que j'ai envie, mais si je le faisais sans ça, j'aurais déjà pas eu besoin d'aller rechercher des partenaires pour me financer cette vidéo et j'aurais pu le faire un peu plus à la one again, comme on dit, donc Oui. un peu plus freestyle, sans me prendre la tête. C'est vrai que peut-être que d'autres fois, je déciderais de faire un off un peu plus en dernière minute, comme ça. Mais finalement, en fait, on voit que, enfin, t'as quand même toi aussi, et on en parlait aussi avec Lucas Papi, j'en parlais encore ce week-end avec un ami, dans notre profil d'ultra trailer, on a quand même ce besoin d'être un petit peu toujours un petit peu dans l'extrême et d'avoir nos vies qui sont remplies. Tu vois, tu te contentes pas en fait de juste y aller, et tu t'organises ça. Non, Ouais, faut y aller, faut c'est vrai. remplir, faut faire de choses. Et est-ce que tu penses que ça, c'est un trait de caractère que tu as, d'avoir ce besoin d'avoir ta vie remplie? Oui, oui, je pense que ça fait partie, sans m'en rendre compte, ça fait partie, c'est un trait de caractère. Par contre, de plus en plus, je me rends compte que, et pour mes proches, euh, mes très proches, ma femme, même mes parents qui me voient, et puis plus tard pour mes enfants, c'est bien de leur montrer qu'il faut être actif et tout ça, mais c'est bien aussi des fois de vraiment mettre tout ça de côté, puis prendre le temps avec eux Mm. aussi, quoi. Donc ça, c'est pour moi, c'est une de mes priorités, et je sais qu'à l'avenir, euh, une de mes principales priorités, ça va être justement de décharger mon calendrier. Donc là, je sais que j'ai encore des choses comme ça en tête. Après, ma saison, elle va être vraiment structurée pour me dire, il y a des plages où je veux aucun stress, aucune pression de préparation, de ça, et j'ai un objectif clair, je sais le temps qu'il me faut pour être prêt, et avant ça, je déconnecte complet, plus qu'un mois, comme je fais jusqu'à présent. Je Mm. fais généralement un mois de déconnexion par année, mais le reste du temps, les 11 mois, je suis en train de m'entraîner. Plus ou moins, mais je suis en train de m'entraîner. Et là, j'aimerais bien pouvoir prendre en tout cas 3 4 mois par année où je fais vraiment un vide complet et après, j'oriente par maximum 2 gros objectifs par année, où je me prépare à chaque fois 3 ou 4 mois.
Donc voilà, D'accord. c'est un peu ça. Allez, on va La prendre sagesse de l'âge. c'est ça. Sagesse de l'âge. Alors, je rappelle que pour ceux qui sont arrivés en cours de live, que vous pouvez poser des questions, que ce soit sur Facebook ou YouTube, puisque c'est retranscrit sur les deux plateformes. Et vos questions, en fait, on va les afficher tout au long de cette petite heure. Et donc, la première question, et ça, je pense que tout le monde se la pose, et beaucoup de gens te l'ont déjà posé, c'est le fameux voilà. Pourquoi le nœud papillon? Donc, d'habitude, sur les courses, il est rouge. Là, il est doré. Et ouais, il change, il change. Bah, justement, il change parce que, en fait, à la base, c'est un clin d'œil et à ma femme et à mes potes proches. Parce que c'est vrai que tous ces nœuds papes là qu'on voit comme ça, ils sont extravagants parce on me les a offerts à mon enterrement de vie de garçon qui a duré 5 jours. Là, on avait pas eu Ibiza en 2015. Et c'est à C'est un partir de ultra aussi, hein. 2015. Et c'est un ultra, ouais, je peux dire que c'était un gros ultra. Ouais. Et franchement, je pense que la traversée de la Suisse, ça sera à peu près, je serai à peu près dans le même état en fait. Donc je le connais déjà. Et donc ouais, en fait, ils m'ont à chaque déguisement, ils me mettaient un nouveau nœud pape. Donc j'en ai 4 ou 5 comme ça, rouge, doré, et un avec des petits super-héros. Et donc, euh, et donc voilà, c'est ceux-là que je porte en course et c'est un peu un clin d'œil, comme s'ils couraient un peu avec moi. Et puis après, bah, au fur et à mesure du temps, c'est devenu un gris-gris. Et maintenant, voilà, si je me retrouve sur une course et que je ne l'ai pas, moi-même, on dirait qu'il me manque quelque chose. Et les gens, ils me font vite rappeler que. euh, Parce qu'il y a des gens, franchement, ils me reconnaissent avec ça, en fait, Ah au bout d'un oui. moment. Ils me Ah oui. disent la tête, des fois on peut confondre. On peut se dire vidéo, sur une photo, on ne reconnaît pas forcément la personne en vrai, des fois on n'est pas sûr que c'est lui. Mais avec le nœud pape, en fait, finalement, ils identifient tout de suite, quoi. Donc c'est vrai que j'ai pas besoin de me présenter, au fait. C'est une carte de visite. C'est ça. Et avec ton surnom. Pourquoi le surnom Speedy avec un Z? Ouais, alors un Z, parce que en fait, on m'a trouvé ça, c'est mes collègues de boulot qui m'ont trouvé à peu près juste avant le nœud pape. Puis en fait, c'est parce que Diego Zorro, D'accord. donc voilà, je m'appelle Diego Zorro, donc le Z de Zorro. Puis après, il m'appelait Speedy Gonzalez. Donc un jour, il y en a un qui dit, bah voilà, on va mixer, puis ça fait Speedy. Donc le Z de D'accord. Zorro est le Speedy de Speedy Gonzalez. Ok. Enfin, je suis assez actif dans la vie aussi, donc il trouvait que j'étais Bah, tu ressemblé à vois, la petite souris de. vie remplie. On y Voilà, revient. c'est ça. Donc voilà le Speedy avec Z. D'accord. Euh, avant de faire du trail, est-ce que tu faisais autre chose et tu faisais, je crois, du foot? Tu- Oui, Ouais. oui, oui. Et est-ce que tu penses que, enfin, c'est vrai qu'on voit beaucoup, du moins par chez nous en Bretagne, beaucoup d'anciens footeux qui passent au trail parce que peut-être les compétences en foot diminuant, ils passent sur un autre sport et souvent ils viennent sur le trail. C'est le cas aussi Mhm. d'anciens cyclistes qui viennent sur le trail. Beaucoup de gens viennent sur le trail en fait après avoir fait un autre sport. Mhm. Comment toi, tu as fait cette transition? Pourquoi tu l'as faite? Au fait, je pense de un, le fait que les gens ils basculent dans le trail, c'est parce que c'est une discipline nouvelle aussi. Donc, c'est-à-dire que quand ils ont commencé à faire du sport, ça n'existait pas le trail, enfin, ou c'était pas médiatisé. Tu avais juste quelques pionniers, mais enfin, moi perso, je savais pas avant 2011 que le trail existait et l'ultra Ouais. trail. Et donc, naturellement, on s'y met tard parce qu'on est dans la génération qui est en train de faire ce lien. Maintenant, les jeunes, je pense qu'il y a des jeunes qui, même à 14-15 ans, vont faire de l'athlé et après vont passer directement au trail. Donc, on a un niveau qui va se densifier, qui va s'élever au fur et à mesure et les gens vont commencer à faire du trail à la base. On va dire, lui, c'est un trailer de la base. On va pas dire, lui, c'était un cycliste, un triathlète qui est passé au trail. Donc, je Mm. pense qu'il y a assez, parce qu'on est dans une génération qui a le cul de deux chaises, on va dire. Et ouais, moi j'ai fait du foot, donc des sports co bah, jusqu'à 26, presque 27, 26 et demi. Et là, j'avais un peu fait le tour. Et justement, j'avais envie de vraiment aller chercher un côté un peu plus dépassement de soi, que tu as moins dans le foot. Côté Mm. peut-être plus jeu, mais tu as moins ce côté dépassement de soi. La préparation physique au foot, en tout cas, à un niveau amateur, c'était un bon niveau amateur, mais pas un niveau professionnel. Mais c'est de la rigolade. Enfin, je veux dire, c'est une préparation de 2, 3 semaines avant le championnat. Enfin, franchement, voilà, on peut la faire avec une bière à la main. J'ai tendance pour taquiner un peu mes anciens coéquipiers au foot et puis qui sont toujours des amis. Je leur dis, j'ai commencé le sport
en 2011 en fait. Avant ça, voilà. Alors pourtant, j'ai toujours adoré le sport, j'ai fait plusieurs sports, pas un souci, mais c'est vrai que la préparation est quand même vraiment pas la même, quoi. Et le Ouais. niveau de souffrance est vraiment pas le même, quoi. Mais c'est différent. Et donc, moi, je pense que vraiment qu'il y a des gens qui se sont découverts une deuxième carrière parce qu'ils ont découvert aussi un sport finalement beaucoup moins porté sur la performance, même si on recherche à faire le plus possible, euh, moins porté sur la rivalité, la, moi, je suis un compétiteur, mais avant tout face à moi-même aussi, à Mm. aller chercher le meilleur de moi-même. Et finalement, la compétition avec les autres, elle vient presque en fin de course uniquement. En tout cas, en ultra. Avant ça, on doit d'abord savoir gérer contre nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans très peu de sports. Dans tous les autres sports, c'est directement la compétition, la rivalité. Et puis, c'est des gens qui ont déjà eu une carrière professionnelle ou très, très bonne en amateur dans un sport où il y a justement eu de la rivalité. Ils ont peut-être envie de passer à autre chose. Alors, des fois, le naturel reprend le pas. Et puis, dans certaines compètes, ils se tirent la bourre à fond. Et puis, c'est le but. Mais je pense qu'il y a aussi ce côté un peu plus cool dans la compète, élite. Et pour toi, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui... parce qu'il y a des gens, sincèrement, qui se préparent très très fort depuis des années à certains événements et qui, pour autant, ne feront jamais de top, même top 10, même top 50, même qui seront toujours juste, entre guillemets, hein, je dis juste, c'est pas péjoratif, mais juste finisher, ce qui est déjà très bien. Et qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est finisher et quelqu'un qui fait des podiums? Est-ce que c'est la qualité de l'entraînement? Est-ce que c'est ce côté compétition qui ressort? Est-ce que c'est la qualité de l'entraînement, la quantité? Bah, on peut se poser cette question dans tous les sports finalement. On n'est pas tous Federer et Nadal en tennis. Pourtant, on peut passer des heures et des heures sur un court. C'est comme ça. Au basket, c'est pareil. Au foot, même en course à pied, je veux dire sur route. Il y a des amateurs qui s'entraînent tout autant que des pros. Et là, en trail, moi, je suis certain qu'il y a énormément de personnes qui s'entraînent plus que ce que je m'entraîne. Je m'entraîne entre 8 et 12 heures par semaine. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines semaines à 15-16 heures, mais j'arrive pas à faire plus. Mais par contre, après, chacun, je pense, a une génétique, déjà, à la base. Après, il a un développement dans son enfance, en fonction des sports qu'il a fait, de l'activité physique qu'il a fait, auquel il a pu se développer. Et puis bah, après, il y a encore l'entraînement qui se met, qui met, mais je pense qu'il y a quand même une part génétique aussi qui est importante. Moi, par exemple, je ne serais jamais bon sur un 100 mètres, sur un 200 mètres. Je n'ai pas une fibre qui est explosive. Je ne suis pas rapide. Par contre, je suis endurant et résistant et j'ai la tête dure. Donc voilà, ça, c'est des qualités qui peuvent m'aider en ultra, finalement. Donc, je pense qu'il y a aussi le fait en ultra d'aller chercher son meilleur, de ne pas forcément se comparer aux autres, surtout des gens qui viennent tard sur l'ultra. Leur passé a marqué énormément. Ça ne sert à rien de se mettre 35 à 40 heures par semaine pour espérer faire un top 10 si à la base, il n'y a quand même pas quelque chose. Ils y arriveront, en guillemets, jamais. Même s'il ne faut jamais dire jamais, mais ça leur demandera un tel effort par rapport à quelqu'un qui est peut-être talentueux là-dedans. Là où on peut s'améliorer, c'est aussi techniquement. Mais par exemple, quelqu'un qui, de façon innée, est un bon descendeur, s'il travaille ça, il va devenir très très bon. Quelqu'un qui n'est pas bon du tout en descente, il peut le travailler, il deviendra moyen à bon, mais il ne deviendra jamais très très bon. Les trajectoires, le sens inné, c'est quelque chose qui s'est développé peut-être pendant l'enfance, qui s'est développé pendant les activités physiques, ou qui vient, je sais pas moi, génétiquement, ça, je n'ai pas fait d'études là-dedans. Je suis scientifique, mais je n'ai pas fait d'études là-dedans spécifiquement pour le savoir. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont très difficiles. Le talent de Federer, on ne l'invente pas non plus. La hargne de Nadal, ça se travaille peut-être, le mental, mais je pense qu'il y a quand même une part aussi génétique qui est là-dedans, quoi. C'est vrai que, enfin, on a encore une fois la semaine dernière, il y a 2 semaines avec Lucas Papi qui nous racontait qu'il commence le trail il y a 10 ans et puis un peu comme toi finalement et qui quasiment dès le départ faisait des top 10. Du coup, oui, on peut se poser la question de comment ça se fait que lui il y arrive et que des gens qui s'entraînent depuis 20 ans n'y arriveront jamais. Donc effectivement, c'est vrai qu'il y a une part d'inné et de génétique qui dit c'est bah voilà, j'aime ça et mon corps est fait pour ça. Donc ouais, c'est vrai que moi j'ai découvert ce sport et au fait ce qui m'a fait crocher autant aussi,
c'est parce que j'ai découvert que finalement, j'avais ces qualités d'endurance et de résistance. Peu à peu, chose que je ne savais pas en jouant au foot, au fait. J'étais un de ceux, j'étais milieu, donc j'aimais bien courir à gauche, à droite, distribuer, récupérer. Donc j'ai toujours aimé courir. Ça ne m'a jamais gêné de devoir faire des tours de terrain à l'entraînement. Mais de là à le transcrire en course à pied et en trail, je ne savais pas. Donc c'est vrai que moi, sur mes premiers trails, je me retrouve devant mon premier 50 km, je finis deuxième à 15 secondes du premier, mais par surprise, en étant étonné. Après, je fais la Trans du Trail, je finis quatrième, c'est Dawa qui gagne. C'est la première fois que je voyais Dawa. Je finis à 10 minutes de lui, j'étais là. Devant, il y avait François Fèvre, qui est maintenant entraîneur des équipes de France de ski de fond, avec qui je me suis beaucoup entraîné dans mes premières années. C'était surprenant. Puis c'est vrai que voilà, après mon premier UTMB en 2013, malheureusement, je dois abandonner à Trian. Et je le vis très mal parce que je crois que j'étais 25e. Et après, je le refais l'année d'après en 2014. Et là, je finis 11e. Et c'était mon premier 100 miles. Donc moi, j'ai vraiment pas suivi le plan normal de progressivité que maintenant on préconise et que je préconise. Moi, j'ai commencé le trail fin de l'été hiver 2011-2012. Première saison pour faire les points UTMB 2012, pour commencer en UTMB 2013. Donc voilà, c'était un objectif à court terme de faire un UTMB une fois. C'était ça le défi avec ma femme. Et après, j'arrêtais. Mais au fait, voilà, de fil en aiguille, on voit qu'on a des capacités, des résultats. Et ma femme, c'était la première à m'encourager, à me dire, mais vas-y, quoi. Et c'est vrai que moi, en tant que fan de sport et un peu touche à tout dans tous les sports, jusqu'à que je fasse du trail, je me suis dit, là, j'ai un sport, au fait, où je peux développer des qualités et j'aimerais bien voir jusqu'à où je peux arriver dans le ranking mondial ou me frotter aux meilleurs mondiaux. Et c'est vrai que, voilà, j'ai jamais pu être professionnel parce que le fait de vivre en Suisse, avec le niveau de vie qu'il y a en Suisse, c'est quasiment impossible d'arrêter de travailler avec les aides de sponsors, parce que c'est des aides qui sont les mêmes pour un Portugais, pour un Espagnol, pour un Français, une fois qu'on a un sponsor international. Donc c'est vrai que pour moi en Suisse, c'est vraiment impossible. Mais de se donner les moyens, en tout cas, de faire les choses bien, et sur certains événements bien choisis, de pouvoir s'exprimer à fond, en fait. D'accord. Et c'est quelque chose que tu aurais aimé, ça, pouvoir en vivre du trail? J'aurais peut-être voulu, peut-être vouloir faire 1 année ou 2 ans pour voir ce que c'est de pouvoir s'entraîner vraiment un peu plus. Peut-être, moi je pense que même si c'est un peu aléatoire de le dire, mais je pense que entre 15 et 20 heures par semaine, ça aurait été le bon mix pour moi, je pense, pour pouvoir atteindre mon pic de performance sur un événement, et puis surtout de pouvoir bien récupérer, de pouvoir faire des siestes la journée, de pouvoir faire du bi-quotidien quand il le faut, et de pouvoir faire une sieste entre deux, chose que je peux jamais faire, quoi. Donc, c'est vrai que quand on voit les entraînements des Kenyans, le temps de sommeil est extrêmement important. Et c'est vrai que ça, quand on travaille, c'est compliqué d'aller. Moi, c'est mon gros point faible. Ouais. Moi, c'est bon. Moi, je dors entre 5 et 7 heures. Et je sens, dès que j'arrive à faire des semaines à 8 heures, c'est quand même pas la même chose. Donc maintenant, en fait, quand je prévois une compétition, c'est un objectif, je prends vraiment une semaine de vacances avant pour dormir la semaine avant. C'est ce qui m'est arrivé à Madère, où j'ai fait une super course l'année passée. Mais je suis arrivé vraiment une semaine à, je crois, 8 jours avant. Et j'ai vraiment super bien dormi. Quand le petit faisait ses siestes, je faisais ses siestes avec lui. Et donc, je dormais entre 10 heures, je dirais 9-10 heures par jour, chose qui m'était jamais arrivée. Donc, j'ai vraiment bien surcompensé et j'ai pu être vraiment bien. D'accord. Non, mais c'est tout un art hein, de pouvoir cumuler vie, entraînement, performance. Alors, du coup, il y a Yann sur YouTube qui nous demande de quelle performance es-tu le plus fier et à quelle course as-tu préféré au niveau du parcours et des paysages? Une bonne question, ça. Ouais. Alors, la performance à laquelle je suis le plus fier, il y en a plusieurs. Franchement, il y en a plusieurs parce que des fois, j'aime bien essayer de me rendre compte de ce que j'ai vécu, au fait. Il y en a plusieurs. Si je dois en sortir une, celle que je suis le plus fier. Ouais, la deuxième place à Madère derrière François Ded l'année passée, c'était quand même une belle bataille
où il y a même un moment où j'ai même pensé pouvoir revenir sur lui jusqu'à qu'il passe la cinquième. Mais, mais c'est vrai que donc, là, j'étais vraiment content de ma performance parce que j'ai pu passer, par exemple, un Tim Tollefson, des gens qui, justement, euh, qui sont quand même extrêmement costauds. Et sinon, ouais, peut-être la Diagonale 2015, qui était ma première fois à la Diag. Et c'était mon deuxième 100 miles, donc mon deuxième 170 km à la Réunion, sans connaître du tout le terrain. Et je fais quatrième et vraiment pas loin du podium, surtout à un moment. Et donc là, je pense que à ce moment-là, personne ne me connaissait là-bas. Et puis c'est vrai que c'était voilà, sur le moment, j'ai vraiment été content. Avec du recul, je pense que c'était vraiment une sacrée performance sur l'endroit, sans connaître du tout le parcours, sans avoir fait. J'ai peut-être fait quoi, 3 km 2 jours avant sur le sentier des Anglais. Donc là, c'est vrai que j'étais content. Et puis après, ben, mon année 2016, j'ai gagné l'Eiger et 80 du Mont Blanc. C'est vrai que c'était en l'espace de 3 semaines. Et donc c'est vrai que là, c'était peut-être mon mois le plus fou, parce que c'est vrai que il y a des mois comme ça, on était vraiment bien. J'avais pas d'enfant encore, hein, 2016, j'ai mon premier en 2017. Donc c'est vrai que j'avais le sommeil, comme on disait. Et puis voilà. Bon, et puis Ok. après, le dernier pour fixer, c'est peut-être les mondiaux 2016, justement, avec la Suisse, où je fais sixième. Une superbe bataille avec le bataillon français et puis les Espagnols. Et c'était vraiment une super expérience aussi, parce que je comprenais les deux langues. Et niveau tactique, c'était génial d'être au milieu de ce truc et puis de participer vraiment activement dans la course. C'était vraiment top. Ok. Mais allez, si on doit en sortir une, je dirais alors peut-être la Diagonale 2015. Même si je fais pas podium, pour moi, c'était quand même dans un autre continent, des autres conditions météo, le terrain totalement différent que je connaissais absolument pas. Donc ouais, peut-être ça, Diagonale 2015. Et puis celle que j'ai préférée au niveau parcours et paysage, il y en a pas mal, hein. Mais j'ai beaucoup aimé aussi, j'ai beaucoup aimé Oman. Ah ouais. Beaucoup aimé Oman, ouais. Ouais, et j'y retournerai. J'ai Hmm. beaucoup aimé Oman. Très dur, très très dur. Même presque peut-être plus dur que la Réunion. Et j'ai adoré l'accueil qu'on a eu, j'ai adoré cette nouvelle ouverture, enfin, cette découverte des gens. C'était J'ai la beaucoup première aimé. édition que tu as été? Oui, j'étais à la première édition en 2018 Hmm. sur le 137. Maintenant, il y a aussi un 160, donc j'aimerais bien retourner pour le 160. Et ouais, peut-être Oman. Avant d'avoir découvert Oman, j'aurais dit peut-être la Réunion, parce que pour moi, à la base, c'était ma course de rêve, Hmm. ma course de fille de rêve. J'ai un peu été dégoûté l'année passée, mais c'est vrai que ça fait partie Ah, t'as fait partie du lot de coureurs à être perdus. Et comment, ouais. 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 Alors, rafraîchis-moi la mémoire, tu avais continué quand même la course, tu l'avais fini? Ouais, moi j'ai fini, Ouais. ouais, j'ai fini. Ouais, j'ai fini, mais Parce que en en fait, rupture. il y a quelque chose qui revient souvent chez les élites, c'est quand on sent que on va pas pouvoir faire une bonne place. Ça arrive fréquemment qu'on abandonne Mhm, chez les élites. Et puis il y a beaucoup de gens qui disent, qui critiquent un petit peu ça. mhm. Mais en fait, enfin, de mon point de vue, alors tu vas pouvoir me dire si je me trompe, c'est justement comme tu disais tout à l'heure en plus. Je pense que du coup, c'est un peu, ça va comment valider ce que je vais dire. Euh, c'est parce que votre saison, elle est faite de telle sorte à pas se griller si tu peux pas faire un podium. Finalement, bah tu vas aller faire une autre course où tu vas pouvoir du coup en faire un. Et t'as pas envie en fait de te griller sur une course où tu pourrais pas en faire. Est-ce que c'est pour ça? Alors, j'imagine que certains coureurs, c'est pour ça. Il y en a qui sont plus ou moins connus dans le milieu de faire ça, ouais. Voilà, de mettre le clignotant dès qu'ils voient qu'ils n'ont pas les jambes pour jouer le podium ou jouer le top 5. Après, je pense qu'il y a quand même énormément de coureurs élites euh, qui ont envie d'aller au bout à tout prix. Après, c'est jusqu'à quel point mentalement ils ont envie d'y aller et de se faire mal, sachant qu'il n'y a pas de résultat au bout. Hmm. C'est un peu ça. Il y a moins, dans les élites, il y a peut-être moins cette notion de finir, de finisher. Parce que voilà, le fait de l'avoir déjà faite, la course, de l'avoir déjà finie, par exemple, on peut se dire, ben voilà, on sait qu'on peut la finir, il n'y a pas besoin d'aller au bout.
Hmm. Moi, je fonctionne pas comme ça. Généralement, j'ai pas de course de repli derrière. Donc, moi, voilà, je vais jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Enfin, si j'ai pas de blessure. Et c'est ce Oui. qui m'est arrivé. Mes abandons, généralement, bah, ça a été l'UTMB où ça m'est arrivé, mais j'étais vraiment euh, dans un état où c'était impossible pour moi de continuer sans mettre en danger ma santé physique et même mentale. Donc, c'est vrai que là, je mets le clignotant, c'est pour préserver sa santé, il ne faut pas non plus être stupide. Hmm. Par contre, typiquement à La Réunion, euh, moi, je venais pour vivre des émotions. On fait de l'ultra pour vivre des émotions. Et c'est vrai que cette course, au fait, comme ça s'est passé, je suis arrivé à la Redoute. Et pourtant, c'est pas un mince exploit de finir la diagonale. C'était la 3e. Je les ai finis les 3, mais j'ai ressenti aucune émotion. J'étais vraiment, voilà, j'ai Et l'impression que j'avais fini le 10 km du quartier. Enfin, dans le t'es sens, en j'ai colère rien ou vécu. Déçu, déçu? extrêmement déçu parce que j'ai l'impression qu'on nous a pris pour des cons en fait. Qui ont? Euh, Bah, les élites, ceux qu'on s'est perdus, en fait. Je trouve qu'à l'endroit où on s'est perdu, beaucoup de gens vont dire ouais, mais vous la connaissez et tout ça. Non, moi C'est de nuit en plus. je suis jamais passé de jour là-bas. Moi, j'ai Ouais, aucune voilà. idée. Moi, je Hmm. suis dans un groupe, on est 6. J'ai Antoine Guillon avec moi, Cédric Hmm. Chavet, Arthur Joyeux, Jean-Philippe Choumi. Enfin, on est 2 minutes derrière David House et Jordi, donc on est le deuxième groupe. En fait, on est troisième à ce moment-là dans un groupe de 6. Et même bah, eux aussi, David House est de là-bas, Antoine Guillon est quasiment de là-bas. Oui. Je veux dire, et à ce croisement, on prend le croisement à droite parce qu'il y a rubalise, on s'arrête 50 mètres plus loin, on revient, on se dit ah bah ouais, la rubalise elle est là. À gauche, la rubalise, elle était plus loin, elle était à 100, 150 mètres, mais on la voyait pas depuis où on était. Donc pour nous, c'était clair d'aller là. Après, on s'est mis dans ce trou, donc c'était une ravine qui descendait 500 mètres de dénivelé négatif, donc une grosse descente. Et là-dessus, il n'y avait plus de balisage. Mais à La Hmm. Réunion, il y a 200 passages où il n'y a jamais de balisage pendant 2 kilomètres. Quand il n'y a pas d'hésitation, ils décident de ne pas mettre de balisage. Ils disent qu'il n'y a Ouais. pas de risque de. Ce qui est stupide, parce que finalement, on perd nos repères, en fait. Même s'il y a un balisage bien fait, quand il y a un chemin, même s'il n'y a pas d'opportunité de se tromper, on continue de baliser pour rassurer le coureur, surtout nous devant. Euh, Comme on dit souvent, on n'est pas là pour acheter du terrain. Donc nous, des fois, on est vraiment, on passe vite et puis on est peut-être plus très lucide, on est moins Oui, ça lucide peut-être que réfléchit pas. quelqu'un qui prend son temps. L'idée, c'est de gérer d'autres facteurs. Hmm. Et donc c'est vrai que là-dessus, de ne pas mettre un bénévole à ce croisement comme ça, bah, voilà, c'est un peu. Après, bon, on essaie de se remettre dans la course. Donc pendant longtemps, on se remet et puis on essaie de cravacher pour revenir. Puis ben voilà, après, moi, au bout de 40 km, donc 30 dans la course, mais déjà 40 à la montre. Euh, Bah voilà, j'ai décidé de me découvrir et de me dire là, il faut que je revienne parce que sinon, on n'a aucune chance de figurer devant. Et puis, je me suis peut-être un peu dévoilé trop vite. Puis, dans ma fat, dans le maillet, bah, j'ai sauté. Et puis, bah, en haut du maillet, j'étais sur le rupteur. Je pense que c'était un mélange et mental et physique parce que finalement, je suis revenu à 2 minutes de Ludovic Pomeray, Martin Kern et je suis revenu septième à 2 minutes du groupe avec aussi Nicolas Rivière. Et donc, j'étais dans le match, je suis revenu dans le match. Par contre, j'ai jamais pu réussir à faire la liaison avec eux. Et je pense que ça, mentalement, ça m'a coûté parce que j'ai fait la course tout seul, Ouais. tout le long en chasse-patate. Et, euh, et pour moi, j'avais aucun point de repère. Et puis bah, après, au bout d'un moment où j'ai senti que j'étais vraiment dans le dur, mentalement, ça a été dur. J'ai essayé de me refaire plusieurs fois, mais en fait, c'est jamais revenu. Des fois, ça revient, des fois pas. Et voilà, j'ai fini les 50 derniers kilomètres du mieux que j'ai pu, mais sans du tout l'optique de classement, juste dans l'optique de finir. Et là, c'est dur quand même, parce qu'on se fait passer à gauche, à droite. Euh, voilà, il n'y a plus vraiment d'envie. La fin du parcours à La Réunion, en plus, quand on n'est pas là, on joue pas la course, c'est pas la plus belle. En plus, elle est très dure, puis c'est pas la plus belle. Donc voilà, je suis arrivé au bout, et puis finalement, un goût amer. Donc j'ai besoin de retrouver cette envie, au fait. Ça se commande pas.
Ça se commande pas. Et moi, je fais ce sport pour des émotions et je vais pas me forcer à en retrouver si j'ai pas cette petite étincelle. Si je la retrouve pas, cette étincelle pour la Réunion, j'y retournerai plus jamais. Si je la retrouve une fois, eh ben, j'y retournerai peut-être et j'essaierai d'être prêt parce que je pense que c'est une course qui me correspond bien. Mais voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup des courses. Après, c'est vrai que la Réunion, c'est une des plus belles courses, une des plus mythiques. Mais c'est Beaucoup vrai de Bretons, que, oui, oui, oui. beaucoup Il de y Bretons. a la team Bretagne Ultra Trail Ouais, qui est très très bien représentée. Avec même on a eu des sixièmes places. Ouais, si, il ouais, et puis y a Jérôme du Lucas lourd. aussi. Jérôme Lucas, Lucas, voilà. 9e, J'étais en train de chercher le nom. que je connais bien. Ouais, que je Jérôme connais bien. Lucas, oui. Ah, je les connais bien, Euh, les petits Bretons. Bien sûr. D'ailleurs, faut venir nous voir en Bretagne aussi, parce que nous aussi, on a des trails chez nous. C'est clair. Il J'ai- faudra que je fasse un peu de vitesse, hein, parce que chez vous, je ça court. milite. Mais faut aussi venir sur le terrain un peu plus plat, quoi. Faut aimer quitter les montagnes. C'est ça. Est-ce qu'à un moment sur la Réunion, tu as quitté cette frustration de se dire il faut que je rattrape le temps que j'ai perdu? J'aurais voulu le faire, mais je pense qu'en Hmm. analysant a posteriori, j'ai jamais réussi. Ouais, c'est ça. J'ai pas trouvé les clés mentales pour me dire, je me pose, tant pis, le temps que j'ai perdu, je fais ma course, je reste à ce rythme. Dans la théorie, c'est ce que j'essaye de me dire. Dans la pratique, j'ai jamais réussi à le faire, je pense. Hmm. Et Antoine Guillon, dans le groupe, quand on s'est repris, il nous disait, restez calme, on va revenir tranquille, on reste à ce rythme. Sauf que moi, comme je disais, au 35e kilomètre, qui était à peu près le 43e, on a fait 8 kilomètres en plus, donc à peu près le 43e à la montre, je me suis dit, mais Antoine, à ce rythme-là, il nous donnait les temps devant, on ne reviendra jamais. Je lui ai dit, on ne reviendra jamais. Et moi, j'avais déjà fait 2 quatrièmes places, 2015-2017. Honnêtement, je venais pour tout tenter pour le podium. Donc, Hmm. je n'allais pas me contenter d'un top 10. Ça a aussi beaucoup joué, conditionné. Dans la course, c'était ma première édition. Peut-être que j'aurais fait ma course quoi qu'il arrive et peut-être que j'aurais fait un bien meilleur résultat. Mais là, je me devais de prendre ce risque, au fait. Et je ne regrette pas de l'avoir pris. Si ça avait souri, ben, j'aurais pu remonter. J'ai perdu à peu près 10 à 15 minutes de moins que Ludo Pommeret. Je suis revenu à 2 minutes de lui. Mais par contre, lui, il avait plus géré avant ce côté-là. Donc, du coup, il a pu aller au bout en gardant un niveau de performance très élevé. Tandis que moi, voilà, j'ai pêché pour voilà, revenir trop vite sur lui, qui était pour moi un peu la référence à partir du moment où Benoît Girondel avait abandonné et Antoine Guillon était derrière. Pour moi, c'était les références avec Max Casajou. Donc, moi, j'avais un peu stratégiquement orienté ma course par rapport à eux, en tout cas jusqu'à ma FAT. Et là, voilà, c'est des choses, on apprend. On apprend stratégiquement, on apprend aussi mentalement. Je pense que ça m'a fait tirer des leçons. Si ça me réarrive, peut-être que j'essaie de rester plus calme. Mais je ne regrette pas d'avoir quitté à ce moment-là Antoine Guillon et d'avoir accéléré parce que finalement, Antoine n'est jamais revenu non plus. Et au contraire, elle a fini derrière moi. Moi, je fais 19e, il finit 27 ou 28e, alors que moi, j'ai totalement explosé sur la fin. Donc lui aussi, il a explosé. Donc finalement, ça, il a aussi payé les efforts. Parce qu'il faut savoir qu'on s'est perdu 8 km, on a fait 500 dénivelés positifs, 500 négatifs, mais surtout, on a fait 1 heure sans eau. Enfin, moi, j'ai remarqué a posteriori que c'est ça que j'ai payé aussi, parce que finalement, on arrivait à 1 km du ravito, et donc du coup, moi, j'avais vidé mes bouteilles. Et 1 heure, même si c'est de nuit, à La Réunion, avec l'humidité et tout ça, moi, je suis arrivé, les 10-20 km après, j'avais les muscles qui tiraient comme si j'étais déshydraté déjà. Donc finalement, il n'y a pas que les kilomètres, il n'y a pas que le mental, il y a aussi une déshydratation qui s'est faite. Donc c'est toute une somme de choses qui font que finalement, s'il m'avait resté plus, j'avais eu plus d'eau, peut-être ça aurait été différent. Si j'avais géré l'allure, c'est différent. On peut se poser plein de questions. En tout cas, je pense que j'en tirerai des leçons. Et si ça me réarrive, ce que j'espère pas, mais on ne sait jamais, je pense que j'en sortirai plus fort cette fois-là. Ouais, c'est ça, c'est une vraie compétence de l'acceptation. Voilà, ça s'est passé. Maintenant, il faut que je me concentre, il faut que je sorte de tout ce qui va me déconcentrer, ce qui est en dehors des limites de la déconcentration. Et ben, faut que je me focus sur l'objectif.
Mais c'est vrai que quand on vient avec un réel objectif fort et puis de faire un podium, sachant qu'on a déjà fait 2 places de 4e, bah, ça rajoute en fait des difficultés mentales pour se concentrer et se dire non, faut pas que je craque et puis il faut que je reste dans l'ici et maintenant et puis faire ma course maintenant et puis mais ça c'est vrai que ça doit être très compliqué d'arriver à trouver les ressources mentales pour passer ça. Hein. Alors du coup, il y a Greg sur YouTube qui nous demande à quel moment tu as senti le besoin de faire appel à un coach. Peut-on savoir qui te coach? Alors tu l'as dit tout à l'heure, c'est Seb Cornette. Quelle est ta philosophie d'entraînement? Alors, j'ai ressenti le besoin de chercher un coach en 2016. Donc mes 3 premières années, mes 4 premières années, je faisais moi-même. Beaucoup appris des choses sur l'entraînement. Ça allait très bien aussi, mais j'avais envie d'avoir un regard différent et un regard extérieur aussi sur ce que je faisais. Et puis en plus, bah voilà, de planifier un entraînement, ça prend aussi du temps. Et donc du coup, j'ai décidé de déléguer pour pouvoir justement, j'avais déjà assez de choses à faire. Donc j'ai commencé avec Éric Lacroix pendant 2 ans, 2016-2017. Et ensuite, bah, il était à La Réunion, justement. Et moi, je suis en métropole en Suisse. Donc finalement, ça devenait compliqué avec la distance parce qu'on ne se voyait jamais finalement. Et on avait quelques interactions de temps en temps par téléphone, mais il n'y avait pas l'adaptabilité que j'avais besoin finalement pour adapter mes entraînements au jour le jour presque. Parce qu'au fait, c'est un peu ça, au fait. Tous les 2-3 jours, je dois faire des choses différentes parce que finalement, ça ne joue pas avec mon horaire. Et donc après, j'ai fait de nouveau 2018 tout seul. Et début 2019, au fait, juste après Oman, au fait, j'ai décidé de travailler avec Seb Cornette parce que je trouvais qu'on avait la même philosophie et le moins courir pour mieux courir, qui est son dogme. Hein, et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont je m'identifie absolument. Et c'est principalement ça, ma philosophie d'entraînement, finalement, d'essayer d'optimiser l'entraînement pour, pour faire moins de volume, mais vraiment de la qualité et avec du renforcement. Donc voilà. On n'oublie pas la notion de plaisir, ça c'est clair, sur les sorties longues et tout le reste, mais de varier les entraînements, renforcement, vélo, course à pied, mais pas seulement à une même allure, à différentes allures bien sûr, et puis avec pas mal de renforcement. Parce que c'est vrai que il y a une des choses qu'on remarque quand on regarde par exemple un plan sur internet, et puis ça, tout le monde commence par ça. En général, quand tu commences le trail, tu tapes plan pour faire un 50 km, plan pour machin. Et dans tous les plans qu'on trouve, il n'y a jamais de renforcement musculaire. Alors que on sait que le renforcement musculaire, c'est une des premières causes, le manque de renforcement musculaire, c'est une des premières causes de blessures chez les coureurs et chez même tous les sportifs. Et ça, c'est de ne pas en mettre. Alors, du coup, je suis très content de t'entendre dire que tu en fais beaucoup. Et alors, parce que je n'arrête pas de le dire. Et donc, c'est très intéressant, du coup, que toi, tu en fasses, du coup, beaucoup. Ouais. Et encore plus pendant la période Covid. Donc, c'est vrai que c'était une période propice, justement, à s'y mettre. Et à préparer justement, se préparer bien musculairement, parce que c'est vrai que l'après-Covid, là, je pense qu'il y aura une augmentation des blessures qui est assez importante, parce que les gens ils sont lâchés comme des taureaux. Donc je pense qu'ils sont partis en montagne directement faire des grosses doses. Donc c'est vrai d'avoir fait un renforcement pendant le Covid, ça peut permettre de justement amortir un peu tout ce déchaînement de cette volonté de pleine nature. Ah bah les gens ont faim. Ouais, les gens ont faim, effectivement. Alors, Greg, il nous repose, qu'en pensez-vous de sa perf, même si le record du GR20 est raté pour Xavier Thévenard? Ce genre de défi peut t'intéresser. La Corse, tu connais. Bah, du coup, oui, tu as ton 380 donc fin août, donc ce genre de défi, effectivement. Mais ouais, est-ce que le GR20 aussi, ça t'attire d'y aller un jour? Le GR20, clairement, ça m'attire. Pas en mode record, forcément, parce que je pense qu'il faut déjà avoir des attaches en Corse pour tenter le record.
faut déjà bien connaître le GR et en plus avoir le soutien des locaux. Xavier Thévenard, il a ses parents là-bas. Guillaume Peretti, il est de là-bas. François Damme, il y a été, il a eu l'aide de Guillaume, mais il a aussi eu beaucoup de moments où il était tout seul. Donc sa performance est d'autant plus admirable, avec les conditions climatiques qui étaient, je pense, plus dures que Xavier. Oui, Enfin, pour Xavier, il a oui, eu chaud, il est ça c'est une chaud. chose, Mm. mais je pense que François n'avait pas une fenêtre météo idéale, et il a eu des moments où il s'est retrouvé tout seul, notamment dans la nuit. Donc, ouais, c'est là qu'on voit à quel point François est aussi très costaud, quoi, parce que Xavier, c'est pas n'importe qui. Mm. Et quand on voit l'escorte qu'il avait, quand même, il avait quand même 30 gars autour. C'est vrai que j'étais étonné du nombre de gens qui le suivaient, qui lui tenaient les bâtons, lui portaient l'eau. Enfin, j'ai trouvé ça. L'engouement des Corses est admirable. Après, c'est vrai que sa performance, bah oui, elle est extrêmement costaud. Je pense qu'il peut aller plus vite. Je pense Xavier, c'est quelqu'un qui n'aime pas le chaud, qui n'aime pas l'humidité. C'est pour ça que la Réunion, c'est pas quelque chose qui lui correspond, typiquement. Il se sent bien à Chamonix, dans les Alpes, parce que justement, généralement, il fait rarement des canicules comme ça. Faut vraiment pas avoir de chance pour tomber sur un jour comme ça. Et il a forcément ses moments de fraîcheur. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas l'humidité et la chaleur. Donc là-bas, avec la chaleur, je pense qu'il en a souffert, surtout sur la fin. Il était quand même en avance sur les temps jusqu'à les 30-40 derniers kilomètres. Donc, moi, à mon avis, avec quelques nuages sur la fin du parcours, il peut quand même aller bien plus vite. Et c'est ce qu'il doit se dire. Est-ce qu'il a envie d'y retourner? Je ne suis pas sûr. Moi, je pense qu'il a bien puisé. Et puis, faudra voir. Mais voilà, je trouve que c'est une performance extrêmement solide, surtout si on a souffert comme ça sur les 40 derniers kilomètres. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient que avec le Covid justement et le confinement, vu que les sorties longues étaient très compliquées à faire, peut-être que c'est ça qui a joué aussi sur le fait qu'il n'a pas atteint le record. Alors après, moi je pense que quand on s'engage sur un record comme ça, surtout en étant Xavier Thévenard, on sait sur quoi on se lance et on sait que si on est préparé ou pas pour y aller. Voilà. C'est quoi ton avis À mon avis, je pense que Xavier était prêt. Je pense que Xavier, là, il en a fait des kilomètres. Je pense qu'il en a fait, que ce soit post-confinement ou un petit peu pendant, dans le Jura, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu tant de contrôle. Alors après, Ouais. voilà, je ne vais pas dire. Mais en tout cas, post-confinement, je pense qu'il s'est bien préparé. Et à mon avis, s'il l'a tenté à cette date-là, c'est parce qu'il était prêt. J'ai pas envie de croire que c'est son sponsor qui l'a forcé de se mettre à cette date-là et de le faire anticiper puis qu'il soit pas prêt. J'espère pas, du moins. Donc je pense que ça veut dire qu'il se sentait prêt. Mais voilà, je veux dire, à mon avis, il avait aussi des super jambes. Ça montre sur quel rythme il est parti. Il est parti sur un rythme extrêmement élevé. Par contre, je pense que voilà, la chaleur, la fatigue, peut-être parti un peu trop vite. Il disait qu'il allait partir très doucement. On a vu qu'il a assez vite eu une demi-heure d'avance sur les temps de François. Donc, moi, j'étais étonné quand j'ai vu ça. Je me suis dit, il est quand même pas parti si lentement que ça. Donc, peut-être soit il est parti trop vite, soit la chaleur qui a fait effet. Parce que je pense que les 31 heures, il les a peut-être dans les cannes. Maintenant, voilà. On le fera peut-être une prochaine fois. Bien sûr, j'espère. Parce que c'est quand même chouette à suivre ces genres d'événements. Moi, je ne sais pas s'il y a des Corses qui nous entendent et tout. J'aimerais bien qu'ils poussent un peu Lambert Santelli à le tenter. Là, c'est un peu un coup de cœur. Lambert, c'est quelqu'un que j'apprécie. Je pense que c'est quelqu'un qui peut aller chercher le record de François. Il a les cannes en ce moment. Moi, j'ai couru avec lui à Transgran Canaria. On a fait la course au début d'année. Et je pense que c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le terrain, qui aurait un soutien énorme sur place. Et je pense que si les Corses veulent reprendre le record, après Guillaume, je pense que Lambert Santelli est peut-être. Je mettrais bien quelques pièces dessus. Et voilà. À voir quand tu veux le tenter. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Tu me recontacteras s'il le tente et puis qu'il le bat. Très bien. Ce sera toi le premier à l'avoir dit. Dans quel cadre, toi, tu vas faire ta traversée, tes 380 km? Est-ce que tu auras quelle organisation tu auras? Est-ce que tu auras des pacers avec toi? Est-ce que tu seras tout seul? Alors, oui, moi, l'idée, c'est d'avoir un maximum quelques pacers, un ou deux de temps en temps, surtout pendant les nuits, parce que ça va être très long et l'idée, c'est pas de se perdre aussi. Et puis voilà, après, avec la fatigue durant les nuits, des hallucinations qui viennent, j'ai jamais fait 3 ou 4 nuits dehors.
Ouais, faut savoir 390 km, 24 000 mètres de dénivelé positif, donc c'est même un peu plus long que le Thor. Donc c'est vrai que j'aurais normalement un van avec ma femme et un van avec des potes qui vont pouvoir me suivre. Et après, tous les gens qui veulent me retrouver sur le parcours pour courir des bois avec moi, j'aurai un GPS, un tracking. Donc ça, toute la communauté qui sera dans les parages ou qui veut venir justement en Suisse à ce moment-là, pour me voir, seront les bienvenus. Mais j'aimerais bien avoir justement des gens de confiance à certains moments clés, en tout cas Mmh. avec moi, ouais, effectivement. D'accord. Et tes sponsors aussi on va t'accompagner dans cet événement, j'imagine. Mhm. Ça va être du coup, ça va être retransmis sur. Où est-ce qu'on peut suivre ça Alors, il y aura sur ma page Facebook et sur ma page Instagram, il y aura des stories qui vont être Mhm. faits au fur et à mesure. Donc là, on aura un bon suivi. Après, j'aurai justement un documentaire et puis après, il y aura peut-être des capsules vidéo qui seront faites soit tous les demi-jours, soit tous les jours pour résumer un peu la journée d'où je suis passé. Puis après, bah, ça sera transmis via ma page, soit sur la page de Compressport, d'Isostar Mhm. aussi ou d'Algorigine qui seront mes trois principaux sponsors partenaires sur cet événement. Et voilà, ça, on doit encore le regarder, mais je communiquerai sur les réseaux en temps voulu en août. D'accord. Alors, il y a Thomas qui demande comment bien préparer sa compétition selon un petit conseil. Alors ça, c'est toujours une question qui est un petit peu compliquée à répondre, surtout quand on ne connaît pas le passé, les objectifs à préparer, et le temps qu'on a pour le préparer, etc. Voilà, c'est quelle Mais distance déjà? voilà, c'est ça. Mais si je vais reformuler un petit peu la question. Euh, Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui débute, si tu pouvais lui donner, allez, un ou deux conseils, qu'est-ce que tu lui dirais De prendre son temps. De prendre son temps, vraiment. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de vouloir commencer et directement monter dans les distances ou dans les heures d'entraînement par semaine et de se blesser ou bien même justement de saturer, de vraiment d'en faire trop d'un coup et puis de faire une espèce d'overdose. Donc vraiment de respecter les paliers, de se fixer, de se laisser 1 ou 2 ans pour que son corps vraiment s'habitue à un effort qui est différent selon le passé sportif de la personne. S'il a fait de la route, il va falloir musculairement un peu s'adapter euh, aux contraintes du trail, notamment aux descentes, par exemple, en terrain technique. Si la personne, elle vient du vélo, ben aussi par rapport au choc. Si la personne n'est pas sportive du tout, ben encore plus, peut-être 2, 3 ans vraiment pour que son corps il s'adapte. Le corps, c'est une magnifique machine, en fait, avec des capacités extraordinaires, des capacités d'adaptation qui sont formidables. Par contre, il faut lui laisser le temps de procéder à ces adaptations. Il ne faut pas vouloir tout de suite. On sait qu'on est difficile, on est un peu patient dans une société où on veut tout de suite, où on a généralement tout en 2 clics de souris. Donc c'est vrai qu'on veut aussi l'avoir sur le terrain, et ça, c'est pas possible. Généralement, c'est pas bon. Voilà. Moi, je le dis, je l'ai pas toujours fait par le passé. J'essaie de plus en plus de le faire. Je suis aussi impatient des fois, je veux des choses assez vite. Mhm. Mais je pense qu'il faut prendre le temps de construire. Et plus la personne le fera de façon intelligente, plus elle obtiendra des résultats plus tard pour allonger les distances et justement se lancer des défis de plus en plus intéressants selon ce qu'elle a envie de faire. Ok. Donc prendre son temps. Voilà. Ouais. C'est souvent ce qu'on dit, hein, c'est y aller progressivement, pas vouloir brûler Ouais. les étapes. Mhm. On arrive à la fin de cette heure déjà. Ça passe vite en général. Moi, je ne vois jamais le temps passer. J'aime bien terminer maintenant par deux questions. C'est donc pour tous les mêmes. La première, elle est souvent facile, la deuxième un peu moins. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommanderais, que tu as aimé, qui t'a inspiré et que tu recommanderais? Euh, ouais, bah, moi j'ai commencé un peu comme beaucoup de gens à l'époque, c'était Born to Run. Ouais. Voilà, ou bien Courir ou mourir de Kylian. C'est vrai que Mhm. voilà, bah, Kylian, c'est la cible des personnes qui m'a fait rêver au début quand j'ai commencé. Donc c'est vrai qu'un de ces deux livres, on va dire, qui m'a vraiment intéressé. Après, ce que je recommanderais, c'est le dernier livre de la clinique du coureur.
justement, qui est vraiment hyper intéressant pour justement commencer l'entraînement ou bien vouloir s'entraîner. Ça, c'est vraiment, je pense, une bonne bible pour commencer à courir et se préparer, quoi, pour avoir des infos sur le trail. Ok. Bah écoute, on mettra tous les liens dans la description. Et enfin, ça c'est plus personnel. Si tu avais un conseil à donner à ton toi d'il y a 20 ans, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil? Commence le trail. Si j'avais commencé il y a 20 Arrête ans, le à foot. 15 ans, voilà. Commence un vrai sport, arrête le foot. Même si j'ai vécu des super émotions avec le foot, hein, c'est vrai. Et voilà, mais peut-être commence le trail avant et fais-le de façon progressive en travaillant bien la vitesse jusqu'à tes 25 ans, 26 ans avant de commencer à allonger les distances. Et voilà, D'accord. peut-être ça. Ok. Bon, très bien, Diego. Bah écoute, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes tes aventures? Donc tu nous as dit il y a Facebook, il y a Instagram, donc on mettra tous les liens dans la description pour les gens qui veulent aller te suivre. Est-ce qu'il y a d'autres endroits, peut-être un site ou... Oui, Non. j'ai mon site Ouais. www.diegopazos.com, mais je l'ai pas totalement à jour là en ce moment. J'ai pas le temps de mettre en plus à jour, donc je suis plus à jour sur les réseaux sociaux. Donc D'accord. plutôt regarder les réseaux sociaux et puis quand je fais des liens sur mon site, je les fais sur les réseaux sociaux généralement. Ok. Eh ben, merci beaucoup Diego, c'était vraiment un échange qui était vraiment très très sympa. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour la fin? Ouais, pour la fin, n'hésitez pas à suivre justement sur nos réseaux sociaux du Montre Trail Festival aussi le 25 et le 26 juillet parce que le niveau est énorme, notamment plein de champions du monde, plein de vainqueurs des Skyrunning Series, des champions du monde, etc. aussi. Enfin, je veux dire, il y a un peu de tout qui va venir sur Montreux. Donc, il y aura vraiment une belle bagarre et ça va être sympa comme une reprise de compétition dans des paysages qui sont quand même fantastiques. Donc, c'est une ville de festival, ça, Montreux quand même. Hein. C'est une ville de festival et c'est pour ça que c'est le Montreux Trail Festival. Voilà. On a deux distances cette année, le 112 et le 30 kg. Et voilà, sur les deux formats, il y aura des jolies choses à faire. Je devais venir au Swiss Canyon Trail cette année, mais malheureusement, annulé. Donc l'année prochaine, peut-être qu'on s'y croisera avec plaisir. Ça marche. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup Diego, merci à tous d'avoir été présents dans les commentaires, encore une fois, c'était très interactif, c'était très chouette, donc merci beaucoup à tous d'avoir participé, merci à toi Diego, encore une fois, merci. Et puis bah, on se dit à très très bientôt, du coup ce sera mercredi prochain à 20h pour la prochaine personne qui va être invitée, ce sera Stéphane Brognard qui sera présent avec moi, donc encore un très très chouette invité. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine, bye bye.